toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de samedi, un top crypto, des membres des cryptos que vous m'avez communiqué, que je me fais un réel plaisir à lire dans les commentaires que vous nous partagez. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, quelques fractales que j'ai regardé pour essayer d'aller chercher éventuellement quelques creux, ça pourrait potentiellement se réaliser. Personnellement, j'y serai pour les jouer et avant ça, on peut jouer quelque chose dès maintenant, je vous en parle en fin de vidéo. On va parler de tout ça et également une information d'envergure mondiale, exceptionnelle, un jour mémorable qui restera gravé dans nos mémoires. On en parle dans cette vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, dans le forum documentation. Vous y trouverez une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer, pourquoi pas. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Moi, aussi simple soit-elle, je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats de money management et d'investissement sur le moyen, long terme, voire très long terme. On est plutôt investisseur chez les rois. N'hésitez pas à venir la découvrir, la télécharger complètement gratuitement. On va parler Bitcoin, sans plus attendre. J'ai essayé de chercher un petit peu ce week-end et ce matin même, quelques fractales par rapport à notre RSI en 14 périodes vis-à-vis des order flows qu'on peut avoir quotidiennement, qui nous sont partagés par José, par Marstouf notamment, sur le Discord. Donc rien que pour ça, ça va être très intéressant de venir nous rejoindre sur le Discord des rois du marché. Et on est en train de, il semblerait, vraisemblablement, observer une fractale assez similaire par rapport à ce RSI en 14 périodes, notamment sur les timeframes en daily, je le rappelle. La semaine dernière, on était parti sur une hypothèse où on est extrêmement haussier sur le très long terme, plutôt neutre au niveau du moyen terme et baissier sur du court terme, sur des plus petites timeframes, notamment en daily, et on ne parvient pas, sur notre RSI en 14 périodes, à venir s'affranchir de cette trendline de baissière ici. Donc généralement, les traders, quels que soient les timeframes que vous utilisez, si vous utilisez ce type d'indicateur technique, qui est parfois avant-gardiste par rapport à un directionnel de flux, donc soit à la hausse, soit à la baisse, on prendra les pullbacks. Donc en réalité, on vient le traverser, le prix reste dans son range ici, potentiellement, on fait le petit pullback, on fait un petit pullback, et derrière vous avez des divergences qui se créent, et on peut éventuellement essayer de prendre l'accélération. Actuellement, on ne l'a pas puisqu'on ne parvient pas à s'en affranchir. Si on revient ici en juillet 2023, on avait exactement la même chose. On avait essayé de passer une fois, deux fois, trois fois, un petit peu dans le surachat ici, et puis malheureusement, on brise vers le bas et on perd à peu près 15%. C'est exactement ce qui s'était passé également sur des hauts, si vous voulez, de range, on pourrait l'appeler comme ça. On délimitait des hauts de range, notamment sur notre premier arrêt de tout le précédent mouvement aux alentours des 32 000 $. Vous vous rappelez, on en avait beaucoup parlé, on ne parvenait pas à venir casser finalement cette trendline baissière au niveau de notre RSI en 14 périodes, et on a vu le prix se dégrader pour aller chercher des magnifiques supports, des supports extrêmement forts. Premier arrêt de tout le précédent mouvement, ici qui se trouvait aux alentours des 27 000, 25 000 $. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ce qui correspondrait pour nous, exactement dans la même représentativité au niveau tarif, ce serait les 32 000 $. Est-ce qu'on peut les jouer ces 32 000 $? Personnellement, je les jouerai et je le swingerai, évidemment. On peut faire un tout petit peu l'order flow. Il y a juste une petite dichotomie qui s'observe actuellement au niveau de l'order flow. On a souvent tendance à dire, tant que les baleines en fait, maintiennent ce cours, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pas seulement. Généralement, c'est plutôt les baleineaux ici. En fait, c'est violet entre 100 000 et 1 million de dollars en valeur Bitcoin qui maintiennent et qui font un petit peu la pluie et le beau temps au sein de ces règles vis-à-vis de Bitcoin. Donc, on voit que c'est franchement ascendant. Au niveau des total ordres, c'est franchement ascendant et ça maintient bien le cours. C'est que les petits, peut se représenter dans ces petits-là, de 100 à 10 000 $ position en termes d'ordre, qui est plutôt axé à l'achat ici et plutôt à la distribution. Et si on revient sur une fractale, on a ces informations-là sur le Discord, notamment en juillet 2023. On voyait bien que les baleines plutôt soutenaient ce cours-là, même s'il y avait une forme de latéralisation, et la fameuse constellation d'ordre, si vous voulez, était plutôt à la baisse. Donc, est-ce que c'est une forme peut-être de parallèle divergent, j'ai envie de dire. Donc, je n'arriverai pas à partir de l'order flow de limiter des fractales. En revanche, on voit bien au niveau de ces baleines, si on commence à avoir, ou baleineaux, si on commence à avoir une courbe descendante, généralement, c'est plutôt de la distribution. Donc, actuellement, on ne l'observe pas. C'est pour ça qu'on peut partir du principe qu'on a peut-être un petit peu de temps chez les rois. Mais si on commence à voir, en fait, les bleus ici, on peut observer peut-être une forme de top provisoire, là, au niveau des bleus. Les bleus, c'est l'ensemble des ordres. S'ils commencent un petit peu à se dégrader, est-ce que ça va suivre au niveau du cours pour aller s'échouer sur notre premier arrêt de tout le précédent mouvement, qui se trouve actuellement sur les 32 000 $. Je suis actuellement sur le
crypto total market au niveau de Bitcoin, enfin le market total de Bitcoin. Donc ça correspondrait à 650 trillions de dollars à peu près, donc 650 milliards de dollars pour Bitcoin. Voilà. Pas plus de choses à dire. On va faire quelques news parce que généralement le lundi, on fait pas mal de news. Alors peut-être avant ça, on peut aller faire un tout petit tour sur Coinalyse. Effectivement, il y a ces mêmes fractales, hein. On peut le partir comme ça. On a des spreads qui sont extrêmement négatifs, donc plutôt l'offre prépondérante vis-à-vis de la demande. On a les top traders qui divergent. Ici, en avril dernier, vous vous rappelez, on avait également les top traders qui divergeaient. On était dans une zone danger par rapport à notre open interest. Ici, zone danger. Ici, zone danger. Ici également, zone danger. La question qu'il faut se poser, c'est très simple. Hein. Est-ce que le cours va monter? Est-ce que le cours va baisser? Là où c'est le plus rentable. Hein, la question, elle est vite posée. C'est là où est-ce le plus rentable? Est-ce que c'est plus rentable pour le marché d'aller chercher la liquidité qui se trouve au sud? Ou est-ce que c'est plus rentable pour le marché d'aller chercher la liquidité qui se trouve au nord? Généralement, on va chercher dans les deux côtés. Actuellement, on peut partir du principe qu'on est plutôt allé chercher les vendeurs à découvert. Mais probablement qu'il y a beaucoup d'ordres actuellement en attente de venir se faire liquider. Plutôt au sud, pour des acheteurs peut-être un tout petit peu trop... un peu trop exposé. On peut peut-être le dire comme ça, et on le voit à travers des fundings avec une toute... Alors c'est très léger, mais il y a quand même une tendance plutôt positive ici au niveau des fundings. Dès lors, on récompense les vendeurs à découvert pour venir apporter la liquidité, on les paye pour venir le faire. Voilà, pas plus de choses à dire vis-à-vis de tout ça. On va faire quelques petites news, et je reviendrai en fait sur une forme de fondamental, plutôt économique ici, puisqu'on est lundi et on commence les semaines comme ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et on reviendra sur nos 3 grands socles par rapport à une directive ou une direction au niveau des marchés et des flux. On verra bien un petit peu comment on peut être mangé dans l'avenir, ou pas, bien évidemment. Bon. Et juste avant ça, c'est quand même un événement unique au monde. Hein, ça a été très attendu. Personnellement, vous le savez, j'ai un regard extrêmement avisé sur ce qu'il est en train de se passer vis-à-vis des volumes, vis-à-vis des prix, vis-à-vis des potentielles ventes additionnelles, vis-à-vis des résultats directement liés à cette entreprise, qui est aujourd'hui un des fers de lance des GAFAM, tels qu'on les connaît, c'est Apple Vision. Et ouais, voici Apple Vision Pro, le premier ordinateur spatial, excusez-moi du peu, d'Apple. Bon, il y a eu pas mal de vidéos, ça a été disponible, ou c'est disponible aux États-Unis. On pense que ce sera plutôt vers la fin de l'année 2024, donc avant les fêtes de fin d'année pour l'Europe, et notamment la France, et peut-être le reste du monde. Bon, ça c'est extrêmement important. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on avait fait des calculs assez poussés, et on était arrivé sur un consensus, pour rentrer dans des frais par rapport à la recherche et développement vis-à-vis d'Apple, d'1 million de ventes à prévoir. Je me dis, à 3500 $, voire plus, peut-être pas évident. Maintenant, si on prend parti au niveau des États-Unis et des Américains, tout ce qui est Apple, il faut qu'ils le possèdent. C'est un petit peu le diktat, si vous voulez. Ils sont très addicts des produits Apple, et tant mieux, hein, ça fait vivre des entreprises d'envergure internationale et mondiale. Bon, maintenant ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous voulez le jouer, si vous pensez que ça va vraiment être profitable pour l'entreprise Apple, que les ventes vont dépasser les attentes, que les ventes additionnelles vont dépasser les attentes, et vous allez voir pourquoi, en fait, probablement Apple vise aussi sur de la vente additionnelle. Si vous pouvez mettre 3500 $, je pense que vous n'êtes pas à 1000 $ près. Vous allez voir pourquoi, je trouve ça assez sympa. Le marché, en fait, va le pricer directement et va le pricer dès maintenant. Il va pricer quoi, en fait, le marché? Il va pricer la tendance. Donc, si vous avez des premiers résultats qui sont prometteurs, à ce moment-là, le marché va se mettre en action et très probablement que l'action Apple va s'apprécier. En revanche, si dès les premiers résultats de vente, de volume, de valeur sont finalement en deçà des attentes par rapport à une tendance prochaine dans les prochaines semaines, prochains mois, à ce moment-là, l'action va probablement se mettre en direction inverse. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement observer. Généralement, il faut le comprendre, ça c'est très psychologique. Quand le cours monte, les gens achètent, mais quand le cours baisse, les gens vendent. Donc il faut que le cours baisse pour que les gens vendent. Et c'est toujours la même chose. Donc actuellement, on ne voit rien. Il y a eu les sorties aux États-Unis ce week-end. Donc on verra sur les premiers jours, premières semaines, comment les ventes vont se mettre en place. Ce ne sera pas forcément très représentatif, parce que Apple met en place des mécanismes de fausses ruptures de stock, etc. Enfin, ça fait 10 ans qu'il nous le sort, tout le monde y croit, mais grosso modo, c'est un marketing extrêmement bien huilé du côté de la pomme. On va en voir ensemble. D'ailleurs, j'ai quelques news à vous montrer par rapport à ça. Si on regarde sur Tom, ici... je trouve ça toujours sympa. Apple Vision Pro, il sera presque impossible de l'acheter, mais pas à cause de son prix, parce que les stocks sont... non mais à chaque fois qu'il y a un iPhone qui sort, il nous sort que les stocks sont très limités, etc. Et bizarrement, tout le monde arrive à le trouver chez son opérateur préféré. Donc
donc on ne va pas nous la faire une mille-effet. Rassurez-vous, si vous voulez l'Apple Pro, enfin l'Apple Vision, notamment côté États-Unis, si vous êtes aux États-Unis ou si vous y allez, vous pourrez éventuellement vous le procurer et il y aura du stock. Il n'y a aucun problème avec ça. Je doute qu'il y ait des ruptures de stock dès la première semaine. C'est bien huilé, hein, c'est clairement du marketing addictif, si vous voulez, qui crée la rareté. Hein, le prix, généralement, s'inscrit dans la rareté. Et Apple sait très bien faire ça. Il y a d'autres choses aussi qui sont intéressantes. Le Vision Pro ne se vendra qu'en magasin et uniquement sur rendez-vous, pas de livraison au programme. Alors, il nous explique parce que c'est compliqué de le programmer ou de le paramétrer. Moi, je pense que ça permet aussi de faire venir les gens dans les magasins et de vendre la petite batterie à côté portable, de vendre la petite maginette pour avoir un écran parfait, de vendre le petit sac de transport parce que vous imaginez bien qu'un truc pareil, vous pouvez le transporter dans l'avion ou dans votre voyage pour 48 heures à l'autre bout de l'Europe. Bon, comprenez bien l'idée, l'objectif c'est de faire de la vente additionnelle et rien de mieux que de faire venir les gens dans des boutiques pour vendre des trucs additionnels. Ça, je trouve ça plutôt habile de leur part et parce que là, ils vont toucher les gros sous, entre guillemets. Hein. Pas n'importe qui ne peut mettre 3500 balles dans un truc qui aujourd'hui, appelons un chat, extrêmement limité en termes de fonctionnalité. C'est le premier modèle, partez du principe que ce ne sera pas incroyable, si vous voulez, même si les premières critiques, notamment de nos influenceurs, semblent plutôt prometteurs. Et d'ailleurs, vous avez une magnifique vidéo qui a été proposée par The E-Collection. Je trouve ça super sympa et à quel point je regarde souvent ce type de choses, notamment par rapport à des tendances de vue. C'est assez incroyable. Il a fait 2 vidéos, il a parlé d'Apple Vision Pro et il a parlé de Cybertruck de Tesla en exclusivité. C'est fou parce que ça fait 750 000 vues, 726 000 vues. Et si vous regardez d'autres vidéos, sur les dernières je parle, 60 000 vues, 66 000 vues, derrière 30 000 vues, 62 000 vues par rapport au Ray-Ban de Meta. Pourtant, honnêtement, je ne l'ai pas vu la vidéo. Mais je trouve ça sympa, 42 000 vues, 30 000 vues. On parle de Tesla, boum, ça break. On parle d'Apple, boum, ça break. Donc il y a une réelle attente par rapport à ces produits. Et ça, bien évidemment, il faut le prendre en considération. Voilà. Pas plus chose à dire vis-à-vis de Apple, vis-à-vis de Vision Pro, mais ça reste un événement incroyable. On peut presque le dire comme ça. Puisque ça va peut-être changer complètement le paradigme ou l'utilisation, que ce soit dans les bureaux, que ce soit à la maison. Même si d'autres l'ont fait avant, Oculus, PlayStation VR, etc. Il semblerait que le côté qualitatif, soutenabilité, ergonomie soit sans commune mesure supérieure, comme Apple sait si bien le faire. Ce que j'ai beaucoup aimé également, là j'y mets mon opinion, comme je le fais souvent, ma petite touche personnelle. Si vous regardez cette vidéo, vous comprenez quelque chose qui peut vous choquer. Moi personnellement, il n'y a plus rien qui me choque, mais grosso modo, ça pourrait vous choquer. C'est que lorsque vous allez paramétrer Apple Vision, notamment pour les précommandes, pour avoir la... Regardez à quel point c'est toujours très finement joué. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. Il fallait en fait scanner sa tête, l'intégralité de sa tête, son visage, via Face ID, et pour avoir en fait la taille au niveau de la sangle autour de la tête. Donc est-ce que c'est S, est-ce que c'est M, est-ce que c'est L. Mais vous comprenez bien qu'à un moment donné, Apple a récupéré ces datas-là. Quand vous allez mettre l'Apple Vision Pro sur votre visage, ça va scanner votre iris et il va faire des points de contact avec votre œil. Et ces informations-là, ça va bien aller quelque part à un moment donné. Donc partez du principe que Apple, aujourd'hui, il a pu, ne serait-ce que notre empreinte, ça fait bien longtemps qu'ils l'ont, notamment avec, d'ailleurs tout le monde a à peu près notre empreinte aujourd'hui si on déverrouille avec l'empreinte. Ils ont notre œil évidemment avec Face ID, ils ont même le contour de notre crâne, ils ont maintenant... Vous comprenez bien un peu l'idée. Donc ça nous dérange pas, c'est génial, c'est super, c'est ergonomique, c'est vachement intéressant. Mais quand vous avez du WorldCoin qui te demande juste ton iris pour recevoir de la thune, là on te prend de la thune chez Apple, là on te donne de la thune chez WorldCoin, pour dire non, moi je mets pas l'iris, parce que c'est ma propriété, parce que c'est mon truc, mais partez du principe que ça fait très longtemps, si vous avez un iPod dans la poche, ou si vous débloquez votre téléphone avec votre visage, partez du principe qu'ils ont tout votre pédigré. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Donc d'un côté, parce qu'on est un petit peu dans cet élan philosophique de décentralisation, d'anonymisation, de liberté, en réalité, ça fait bien longtemps qu'on l'a perdu, il faut juste se le dire et de s'en rendre compte. C'est un fait, c'est même plus une possibilité. Aujourd'hui, c'est un fait. Voilà. Cesse de bavardage par rapport à Apple Vision. J'ai pris plaisir à regarder cette vidéo et j'aime bien cet influenceur. Je trouve qu'il vulgarise et il explique très bien dans ses vidéos et elles sont très bien montées. Le président de la Banque centrale américaine estime que la dette publique est insoutenable. C'est pas nouveau, évidemment. Partez du principe aussi que si Donald Trump est élu, il l'a dit, il virerait littéralement Jérôme Powell.
Voilà, donc il mettrait un copain à la place. Et ça peut être de très bon augure pour les marchés financiers, puisque si Trump met un copain à la place, aussi capitaliste soit-il, partez du principe que ce ne sera pas forcément pour augmenter les taux, ce sera plutôt pour envoyer beaucoup de pognon sur les marchés notamment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un cataclysme précédemment, ça ne veut pas dire que les États-Unis ne rentreront pas en récession, ça veut dire que lui, il aura la réponse assez forte pour pouvoir en sortir. Et en sortir aussi rapidement que la Chine, comme ils l'ont si bien fait, notamment quelques mois après le Covid, même s'ils ont eu beaucoup de mal après à en sortir, pour relancer la machine mondiale. Bon, ça c'est quelque chose de relativement important, puisque ça permet encore une fois d'alimenter des biais spéculatifs par rapport à ces technologies blockchain, notamment à travers Bitcoin en tant que réserve de valeur. Puisque si la dette est insupportable, insurmontable, tout ce que vous voulez, partez du principe que c'est la confiance qui s'érode par rapport à la monnaie reine ou la monnaie roi à travers la planète, dixit le dollar. Donc, est-ce que ça suffit aujourd'hui pour relancer un bull run ? Je ne pense pas, et je vous posais cette question en fin de vidéo d'ailleurs. On peut aller d'ailleurs un tout petit peu plus loin, comme on parle des Américains. Moi, c'est toujours quelque chose qui me touche profondément, et pas forcément dans le bon sens. C'est la réponse qui est souvent disproportionnée, toujours à l'américaine, par rapport à une situation donnée. Là, on peut parler, par exemple, on peut imaginer une récession aux États-Unis, par exemple. Beaucoup en parlent. Moi, le premier, je m'inscrivais dans cette logique-là. Aujourd'hui, force est de constater que il n'y a pas eu d'année du réel et puis que c'est plutôt extrêmement résilient. D'ailleurs, on peut refaire ces 3 grands piliers par rapport à ce qu'on attend des États-Unis. Une inflation, aujourd'hui, plutôt stable, voire décroissante. Il y avait une attente par rapport à une remontée vis-à-vis des actualisations des datas sur un an glissant. Donc on était passé de 3,2, on est repassé à 3,4. Mais ça, c'était quelque chose de complètement calé et pricé par le marché, puisque c'est la data temporelle. On s'attend même à revoir proche des 4% d'inflation. Mais ça, c'est quelque chose que le marché attend. Donc c'est pas parce que ça va augmenter jusqu'à 4% que c'est la fin du monde. Pas du tout. C'est attendu par le marché. Mais après, il faut avoir une forte déflation. Et actuellement, on l'observe sur Trueflation. Si vous prenez Trueflation, c'est la débandade. On est passé à 1,40. Il y a une chute très forte par rapport aux informations non temporalisées ici, puisque c'est plutôt actualisé au niveau de l'inflation aux États-Unis. Donc oui, on part toujours d'un plus 10 ou d'un plus 9, mais la tendance y est, et la tendance est plutôt déflationniste ici. Si vous prenez la croissance est extrêmement soutenue. Actuellement, on est à 3,3%, alors que la Fed d'Atlanta prévoyait du 2,4% sur les précédentes estimations. Là, aujourd'hui, si vous reprenez la Fed d'Atlanta, on est à 4,2% pour le mois de février, au niveau de la croissance aux États-Unis. Donc, franchement, robuste. Ça talonne avec la Chine. Et ça fait longtemps que la Chine était devant, et bien longtemps, et aujourd'hui, on pense presque qu'elle peut être à la traîne. Actuellement, beaucoup de liquidités sont engagées dans le marché pour pouvoir redynamiser notamment le marché intérieur et les exportations. Côté chômage, jusqu'à preuve du contraire, ça ne bouge pas, 3,7%. Donc, est-ce que ici c'est alarmant ? La réponse est non. C'est clairement pas alarmant par rapport aux datas que nous avons sous les yeux. On peut aller un tout petit peu plus loin, et je vous donnerai cette représentation de qu'est-ce qu'on attend en termes de visibilité, notamment sur nos marchés cryptoactifs, mais plutôt sur du moyen long terme. La seule chose qu'on peut avoir ici, c'est l'halving. Et vous avez raison, le seul paramètre temporel qu'on peut avoir par rapport à un changement technique, mais c'est plus que technique, c'est plutôt fondamental par rapport à Bitcoin, c'est l'halving. Bon. Maintenant, il faut bien comprendre quelque chose, mais tout le monde s'y attend, tout le monde le connaît, c'est une surprise pour personne, et chacun y met sa représentation vis-à-vis de cet halving. Moi, je vous connais, c'est la mienne. Moi, un halving, pour moi, c'est un quantitative easing puissance x2 par rapport à nos banquiers sauteraux. C'est ma représentation. C'est dans un marché déflationniste, le fait de diviser par 2 la quantité émise et minée, c'est l'équivalent d'un énorme quantitative easing, des ajouts de liquidité extrêmement fortes, mécaniques en fait, au niveau du marché. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pas ça. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, comme à chaque cycle et dans chacune de ces cyclicités de Bitcoin, aussi profonde soit-elle et aussi captivante soit-elle, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait relancer un bull run ? Eh ouais, on peut comprendre que on le constate encore une fois, mais sur le précédent bull run, c'est les ajouts extrêmement massifs de nos banquiers sauteraux par rapport à la réponse de la crise du coronavirus. Catalyseur. C'est donc ce qui explique le pourquoi du bull run. Si on revient par rapport à 2017, l'espérance de gain.
C'était nouveau, nouvelle technologie, on avait la possibilité beaucoup plus facilement de s'en procurer, notamment dans des boutiques qui avaient été créées à Paris Coin House, etc., ou la maison du Bitcoin, etc. Donc une accessibilité, une euphorie, et surtout, ce qu'on retrouve plus aujourd'hui et qu'on retrouvait de façon extrêmement exacerbée à l'époque, c'est que tous les médias en parlaient à l'unisson. C'est un peu comme un espèce d'événement, si vous voulez, où tout le monde en parlait. Pourquoi t'en parles? Parce qu'il en parle, donc j'en parle. Donc apparemment, c'est le truc du moment. Ça fait vendre des journaux, ça fait cliquer, ça fait regarder des vues, ça vend de la publicité. Donc tout le monde en a parlé. Donc ça, c'était un magnifique catalyseur de foule. Quand les médias s'en emparent, généralement, c'est que c'est pas la fin, c'est que c'est le début de l'euphorie, c'est le début du bull run. C'est exactement ce qui s'était représenté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qui pourrait relancer le bull run? Quel serait le catalyseur, aussi fondamental soit-il, aussi psychologique soit-il, aussi technique ou structurel soit-il? Je vous pose la question, on en discutera demain si vous le souhaitez dans la vidéo de demain matin, et je prendrai vos commentaires pour essayer de parler de tout ça, en tout cas de votre propre représentation de ce que pourrait être le bull run, ou qu'est-ce qui pourrait catalyser le bull run de demain. Juste pour finir, pour comprendre par rapport à ces catalyseurs, je pense probablement que ça viendra des États-Unis, parce que souvent ça vient des États-Unis, et il faut comprendre qu'à toute problématique, à toute attaque, à toute disgrâce qui incomberait aux États-Unis, la réponse américaine est toujours disproportionnée. Et ça, c'est quelque chose, et je voulais finir là-dessus, parce que ça me touche profondément, et je ne pense pas que ce soit aujourd'hui la solution qui, par le consensus mondial, dans laquelle je pense me trouver, n'est plus les réponses adaptées de ce qu'on attendait en fait il y a 50 ans ou il y a 70 ans. Je vous montre cette information-là, peut-être que pour vous c'est passé inaperçu, pour moi ça ne passe pas inaperçu. Les États-Unis ont mené des frappes en Syrie et en Irak après la mort de 3 soldats en Jordanie. Bon, comprendre que les bases américaines, c'est à peu près partout sur le monde, et effectivement, il y a eu des attaques d'insurgés, de terroristes, de tout ce que vous voulez, qui a fait malheureusement 3 morts de soldats américains. La réponse des Américains par rapport à cette attaque-là, d'un tout petit groupe d'individus, c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas 3, c'est 85 sites qui ont été touchés en Syrie et en Irak. 85 sites. La réponse, elle est extrêmement limpide des États-Unis. Nous ne voulons plus voir une attaque de plus contre des positions des militaires américains dans la région. Donc vous attaquez une base, les États-Unis répondent dans des pays souverains, sous embargo, sous sanction, sous tout ce que vous voulez, sur 85 sites distincts. La réponse des États-Unis est toujours disproportionnée. Ça va être très difficile à entendre, mais en quoi ceci peut sembler être une opportunité, c'est qu'en cas de récession, en cas de crise, comme on l'a vu notamment en mars 2023 avec la crise bancaire et la chute de Silvergate Bank, la réponse de la Fed et la réponse du gouvernement américain a été disproportionnée pour tuer le risque. Et c'est peut-être en ça, et c'est ma vision, comme ça je vous mets une forme sur ma piste représentative, que très probablement ce bull run sera très probablement lancé, qu'on le veuille ou non, par les États-Unis d'une réponse disproportionnée par rapport à un événement peut-être que nous ne connaissons pas aujourd'hui, mais s'il venait à arriver, il ne faudra à ce moment-là pas être baissier, il faudra plutôt suivre le train, suivre la tendance et allègrement en profiter. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.